En juin 1933, Heinrich Himmler nomma Theodor Eicke à la tête du camp de Dachau, lequel allait redéfinir la structure de répression nazie. Sous son commandement, le camp devint le modèle d'un réseau de terreur en expansion. Les anciens gardiens, connus pour leur brutalité chaotique, furent remplacés par des membres disciplinés des SS, organisés en bataillons régionaux. L'objectif était clair, transformer ces hommes en une force obéissante, efficace et loyale. En mars 1936, ces unités furent officiellement nommées SS Totenkopfverband, ou Unité de la tête de mort, dont l'emblème distinctif, une tête de mort cousue au col de leurs uniformes, symbolisait non seulement leur identité, mais aussi la mort comme outil esthétique et idéologie. Les Totenkopf n'étaient pas de simples geôliers, ils étaient les exécuteurs d'une politique raciale centrée sur les camps de concentration. Eicke imposa un code disciplinaire strict, ordonnant de tirer sans sommation sur tout prisonnier tentant de s'évader. À ses subordonnés, il inculqua qu'ils n'étaient pas de simples gardiens, mais des membres de la formation la plus prestigieuse des SS. Cette structure encourageait l'obéissance absolue et nourrissait le mépris envers ceux considérés comme inférieurs. La violence quotidienne dans les camps déshumanisait les effectifs, endurcissant leur conscience. Himmler, fasciné par la discipline et le zèle idéologique de l'unité, l'utilisa comme modèle pour une élite ne répondant qu'aux fureurs, sans interférence de la Gestapo ni du SD. L'uniforme, avec la tête de mort au col, les titres gothiques et les insignes noirs, devint un symbole de pouvoir et d'intimidation. Ce culte de la peur n'était pas seulement fonctionnel, mais intentionnel. Les Totenkopf étaient conçus comme un corps d'élite, marqué par des symboles indiquant la mort, l'obéissance et le destin. Après la campagne de Pologne, l'appareil de répression né dans les camps de concentration amorça sa métamorphose. À la mi-octobre 1939, Theodor Eicke entama la formation d'une nouvelle division armée à Dachau. Pendant plusieurs semaines, une partie du camp fut vidée de ses prisonniers afin de le transformer en quartier général d'une force alliant doctrine idéologique et entraînement militaire. Le 1er novembre, la division Totenkopf était déjà structurée. Près de la moitié de ces 15 000 hommes provenaient des anciens régiments de surveillance des camps. Le reste venait de la Allgemeine SS, de la police de l'ordre et d'unités auxiliaires comme la Heimwehr Danzig. Himmler avait obtenu une autorisation spéciale pour utiliser ces troupes comme réserve officielle des SS armées, leur attribuant même de l'équipement militaire fourni par l'armée. Le processus de sélection était strict. On exigeait une pureté raciale, une condition physique irréprochable et une adhésion absolue au principe du national-socialisme. Eicke transmettait à ces hommes qu'ils n'étaient pas de simples soldats, mais les représentants d'une élite morale et idéologique. Sur cette base fut construit le nouvel ennemi, l'adversaire extérieur, qui remplaçait le prisonnier du camp, mais selon la même logique d'extermination. Les anciens camps comme Dachau ou Mauthausen furent adaptés en centre logistique pour fournir à la division des véhicules, des armes et des provisions. Cette infrastructure permettait non seulement d'équiper les troupes, mais aussi d'assurer un flux constant de remplaçants formés et endoctrinés. Cependant, l'ascension de la Totenkopf-division provoqua des tensions avec la Wehrmacht. Bien qu'elle ne fit pas officiellement partie de l'armée régulière, son autonomie opérationnelle croissante et son statut de force armée placée sous le commandement direct des SS inquiétaient le haut commandement militaire. La chaîne de commandement était ambiguë. Eicke répondait à Himmler, mais la SSVT revendiquait l'autorité sur les unités armées. Ce conflit reflétait une lutte plus large sur la question de savoir qui contrôlait la violence institutionnalisée du régime. En décembre, la division était déployée à Ludwigsburg, et peu après, elle fut envoyée en Alsace, se préparant à son premier contact avec le front. Là, le passage de la théorie à la pratique ne tarda pas. En mai 1940, la Totenkopf-division reçut enfin ses ordres d'entrer en combat. Son déploiement se fit avec un certain retard par rapport à d'autres unités de l'offensive occidentale. Le 15e corps blindé l'intégra comme renfort d'arrière-garde et ses premiers mouvements l'amenèrent à traverser la Belgique en direction de Cambrai, avec pour mission de contenir d'éventuelles contre-attaques ennemies. Le contact initial avec les forces britanniques et françaises révéla les lacunes tactiques de l'unité. Les premières pertes réelles, 16 morts et plus de 50 blessés, secouèrent une troupe qui, jusqu'alors, n'avait exercé la violence que dans des environnements contrôlés.
Entre le 19 et le 29 mai, plus de 1000 hommes tombèrent, dont plusieurs centaines d'officiers. Ce fut une leçon brutale pour une division qui manquait encore d'expérience en combat conventionnel. Les difficultés s'accrurent face aux blindés lourds britanniques. Les canons anti-chars de 37 mm se révélèrent inutiles contre les Matildas, et certains secteurs sombrèrent dans la panique. Eicke, habitué à exercer son autorité sans opposition, se trouva dépassé. Il émit des ordres contradictoires depuis son quartier général, plongé dans le chaos. Les critiques du haut commandement ne tardèrent pas. Le général Höppner l'accusa de gaspiller des vies par obstination et, en privé, le qualifia de boucher. Les tensions avec la Wehrmacht s'intensifièrent. L'indépendance opérationnelle de la Totenkopf entrait en conflit avec la chaîne de commandement régulière, et son style brutal fut mis en lumière lors d'incidents tels que l'exécution de prisonniers britanniques à Le Paradis et le refus d'accepter la reddition des troupes coloniales françaises. Malgré les erreurs et les pertes, la division obtint certains succès significatifs. Le 20 mai, après avoir forcé le passage du canal près de Cambrai, elle captura plus de 16 000 prisonniers et une grande quantité de matériel de guerre. Dans les jours suivants, elle obtint la reddition de plusieurs milliers de soldats français, y compris des officiers de haut rang. À Arras, elle résista à une contre-attaque blindée grâce au soutien aérien des Stuka, consolidant ainsi sa position sur le front occidental, bien que cela ait eu un coût élevé. Le 20 mai 1940, aux abords du petit village de Le Paradis, la Totenkopf Division perpétra son premier grand crime de guerre documenté. Après s'être rendu, près d'une centaine de soldats britanniques furent désarmés, alignés le long d'une grange et mitraillés à bout portant. Les blessés furent achevés par balles ou à la baïonnette. Le massacre, organisé par Fritz Knöchlein, ne fut pas un dérapage isolé, mais le résultat logique du fanatisme qui imprégnait l'unité depuis ses origines dans les camps de concentration. La nouvelle du crime se répandit rapidement. Le général Höppner, déjà critique à l'égard de la brutalité d'Eicke, exigea des mesures immédiates. Mais il n'y eut aucune conséquence réelle. Himmler reçut des explications frisant l'absurde, comme l'accusation selon laquelle les Britanniques auraient utilisé des munitions interdites. Knöchlein ne fut pas poursuivi durant la guerre, et la chaîne de commandement éluda toute responsabilité collective, gardant le silence ou réduisant l'événement à une simple exception. Au sein de la Totenkopf, la réaction ne fut pas l'indignation, mais la justification. De nombreux officiers, formés aux côtés d'Eicke dans le système des camps, ne voyaient aucune rupture morale dans l'exécution de prisonniers. La logique d'extermination, auparavant appliquée aux ennemis intérieurs, commençait à se transposer sans filtre sur le champ de bataille. Le code de conduite de la division, centré sur l'anéantissement total de l'adversaire, devint une doctrine opérationnelle. Les exécutions, les représailles collectives et la destruction systématique accompagnaient sa progression. Une fois la campagne de l'Ouest achevée, la division fut déplacée dans le sud de la France. En novembre 1942, elle participa à l'occupation de la soi-disant zone libre lors de l'opération Anton. De Perpignan à Montpellier, elle devint une force d'occupation, assumant des fonctions de surveillance côtière et de contrôle territorial près de la frontière espagnole. Malgré ses erreurs et sa cruauté, la division commença à forger un mythe interne. Sa résistance sous le feu, son endurance face à des conditions extrêmes et la cohésion farouche entre ses membres alimentèrent à l'image d'une unité fanatique, immunisée contre l'usure. Aux yeux du régime, elle s'était consolidée comme un instrument fiable et impitoyable. L'expérience en France ne fut qu'un prélude. L'Est attendait. Au début de l'année 1941, alors que les plans pour l'invasion de l'Union soviétique étaient finalisés, la Totenkopf Division fut soumise à une profonde transformation. Officiellement convertie en division de panzergrenadiers, ces unités adoptèrent une structure motorisée semblable à celle des formations les plus modernes de l'armée. Eicke réorganisa ses régiments, ajouta de l'artillerie, des sapeurs, des bataillons anti-chars et renforça ses effectifs avec de nouvelles recrues issues de la réserve des SS. L'objectif était clair, préparer une force mobile capable de résister à l'usure d'une guerre en profondeur.
Mais le changement ne fut pas uniquement technique. Tandis que sa structure se mécanisait, la formation idéologique s'intensifiait. L'ennemi n'était plus le prisonnier derrière les barbelés, mais le soldat soviétique, présenté comme une menace raciale et politique, mélange de bolchevisme et de décadence orientale. Sous le commandement direct d'Eicke, il était martelé que la campagne à l'Est n'était pas une guerre conventionnelle, mais une croisade. Les officiers reçurent des instructions détaillées sur le caractère spécial du conflit où l'on n'attendait ni compassion ni trêve. Durant ces semaines qui précédèrent l'opération Barbarossa, la division n'entraînait pas seulement des manœuvres de combat, mais aussi des attitudes mentales. Une haine systématique envers l'ennemi soviétique fut consolidée, encourageant la déshumanisation comme outil de guerre. Aux yeux de ses commandants, exterminer était aussi légitime que conquérir. Himmler, attentif à chaque étape, voyait dans la Totenkopf le modèle de division qui devait opérer au-delà des lignes. Une force idéologiquement solide, opérationnellement autonome et impitoyable dans son exécution. Il désigna des instructeurs spéciaux pour assurer la fidélité doctrinale, tandis qu'Eicke réaffirmait son autorité personnelle sur chaque unité. La division ne répondait pas à l'armée, mais directement à la SS, et en son sein à son créateur. La nouvelle organisation incluait des unités blindées, des compagnies de fusiliers motorisés et de l'artillerie d'assaut. Hitler ordonna en outre la livraison d'un armement lourd supplémentaire, incluant des canons anti-aériens et de nouvelles batteries anti-chars. La Totenkopf ne se préparait pas seulement à avancer, mais à tout dévaster sur son passage. Depuis les camps du sud de la France, la division partit en direction du nord. Le front de l'Est l'attendait, et avec lui, la guerre totale. Le 22 juin 1941, la division Totenkopf franchit la frontière soviétique en tant que composante du 4e groupe Panzer, sous le commandement d'Erich Hoepner. Positionnée sur le flanc nord de l'opération Barbarossa, elle avança aux côtés du reste du groupe d'armée nord en direction de Leningrad. Son entrée par les forêts baltes marqua le début d'une guerre différente, plus vaste et plus brutale que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Les premiers jours rencontrèrent peu de résistance, mais en atteignant la ligne Staline, l'avance fut stoppée. En des points comme Dagda et Ousha, les blindés soviétiques KV-2 et les fortifications solidement défendues freinèrent l'offensive. Les pertes s'accumulèrent rapidement. En à peine 2 semaines, près d'un 10e de la division fut mis hors de combat, entre morts, blessés et disparus. Le combat au corps à corps devint la norme, notamment dans les bunkers et tranchées renforcées qui parsemaient le terrain. Le coup le plus dur survint lorsque Theodor Eicke lui-même fut grièvement blessé. Alors qu'il rentrait à son poste de commandement vers minuit, son véhicule sauta sur une mine. L'explosion lui déchiqueta le pied droit et endommagea gravement sa jambe. Il dut être évacué immédiatement, laissant le commandement provisoire à Matthias Klein-Eisterkamp. Son absence provoqua une confusion dans la chaîne de commandement au moment le plus critique de l'avancée. Sous un nouveau commandement, la division poursuivit sa progression vers le nord, s'enfonçant dans un terrain de plus en plus inhospitalier. Les combats se déplacèrent vers les marécages, les forêts denses et les villages incendiés par la retraite soviétique. Le froid, les embuscades et les contre-attaques constantes de l'infanterie et des partisans transformèrent chaque kilomètre en une épreuve de résistance physique et psychologique. Les nuits, éclairées par les flammes des véhicules en feu et les rafales de mitrailleuses, n'offraient aucun répit. Dans la région du lac Ilmen, la Totenkopf affronta l'une de ses épreuves les plus rudes. Elle participa aux contre-attaques organisées par Manstein, où elle parvint à capturer plusieurs milliers de prisonniers et à désorganiser les lignes soviétiques. Mais les conditions étaient extrêmes. Dans des villages détruits comme Kobilkina ou Vassilievchina, de petites compagnies résistèrent pendant des semaines, dans des températures glaciales et entourées de neige jusqu'à la poitrine. Le front de l'Est avait cessé d'être une offensive éclair, il devenait une guerre d'usure. En janvier 1942, la division Totenkopf fut encerclée avec d'autres forces du 16e armée allemande dans la région de Demiansk. La contre-offensive soviétique, lancée après l'effondrement du front nord, parvint à refermer une poche autour de plusieurs milliers de soldats allemands.
Ce qui avait commencé comme une pause opérationnelle se transforma rapidement en encerclement total, sans voie de retraite ni renfort possible. Les communications avec l'arrière furent rompues et la division se retrouva isolée dans un environnement hostile, entourée de forêts glacées et de chemins impraticables. La ligne défensive se fragmenta et les bataillons furent réorganisés en urgence en 2 groupes de combat indépendants. Eike, sans soutien logistique ni personnel suffisant, ordonna que tout homme disponible, y compris l'intendance et les services auxiliaires, prennent les armes et rejoignent la défense. Son propre état-major fut transformé en réserve d'urgence. Les conditions étaient extrêmes. Les températures descendirent jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro et la neige atteignait la poitrine dans de nombreuses positions. Dans des villages détruits comme Kobilkina ou Vassilievchina, de petits détachements résistèrent pendant des semaines dans des cabanes à moitié en ruine, avec très peu de ravitaillement. Bien que la Totenkopf ait reçu quelque peu de vêtements chauds, en partie confisqués à des victimes à Riga, les besoins dépassaient toutes les prévisions. La Luftwaffe ne parvenait pas à assurer une couverture constante et les vivres venaient à manquer. La pression soviétique ne faiblissait pas. Les contre-attaques étaient constantes et s'ajoutaient à l'action des partisans à l'arrière. L'usure fut dévastatrice. À la mi-mars, la division avait perdu près de 7000 hommes. Sur les 90 000 soldats allemands encerclés en février, à peine 14 000 restaient opérationnels 2 mois plus tard. Plus de 80% de la force de combat de la Totenkopf avait été éliminée. Malgré ces chiffres, Eike insista auprès de Himmler pour obtenir des renforts ou, au minimum, une relève, mais ces demandes furent ignorées. La division, fracturée et épuisée, soutint le front intérieur de la poche avec un mélange de fanatisme, d'expérience et de pur instinct de survie. L'alternative était l'anéantissement total. Lorsque l'encerclement de Demiansk fut enfin brisé en avril 1942, la division Totenkopf n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sur les 90 000 hommes piégés dans la poche, seuls 14 000 étaient encore en état de combattre. L'unité, réduite de plus de 80%, avait opéré pendant des semaines comme un groupe de combat improvisé, soutenu par des officiers de l'intendance armée et des escouades fragmentées sous un commandement effondré. Les pertes humaines et matérielles forcèrent un retrait immédiat du front de l'Est. La division fut transférée en France, où débuta un processus de reconstruction d'urgence. Mais le nouveau personnel qui arrivait ne possédait ni la préparation ni l'endoctrinement qui avait caractérisé les vétérans formés par Eike. Beaucoup de remplaçants n'étaient jamais passés par les camps de concentration, ni par l'entraînement idéologique rigoureux préalable. L'esprit d'élite, cultivé depuis Dachau, commençait à se dissiper. La structure de l'unité changea également. Elle fut réorganisée officiellement en division de panzergrenadiers, bien qu'en pratique, elle continua à fonctionner comme une formation hybride, affaiblie par le manque de cadres expérimentés et de matériel spécialisé. Eike, qui avait survécu à l'encerclement avec des séquelles physiques permanentes, reprit ses fonctions, mais il ne disposait plus du même contrôle absolu sur sa troupe. La méfiance grandissait. Himmler, conscient des faiblesses accumulées et des échecs logistiques de l'hiver, commença à douter de la capacité d'Eike à maintenir la cohésion de la Totenkopf lors des campagnes futures. Malgré les efforts pour restaurer la morale et la discipline, la division n'était plus la même. Le poids du désastre de Demiansk pesait encore sur chaque officier, chaque remplaçant, chaque vide laissé par les morts. Dans les camps d'entraînement du sud-ouest de la France, entre simulation et défilé, ils se préparaient à retourner au front. Mais ce qui les attendait ne serait pas une simple opération défensive. La guerre à l'Est n'avait pas encore atteint son paroxysme. Après plusieurs mois de retraite continue sur le front oriental, la division Totenkopf retourna au combat en février 1943 dans le cadre de la contre-offensive dirigée par Erich von Manstein. L'offensive, lancée en profitant de l'épuisement soviétique après Stalingrad, devint l'une des dernières victoires opérationnelles du Troisième Reich. Autour de Kharkov, les formations les plus fanatiques des Waffen-SS furent regroupées, Das Reich, Leibstandarte Adolf Hitler et Totenkopf. Ensemble, elles formèrent le 2e corps blindé SS, l'élite réunie pour inverser la situation.
La Totenkopf fut affectée au flanc sud, avançant aux côtés de Das Reich en direction de Pavlograd. Les unités convergèrent autour des lignes ferroviaires menant à la ville, désorganisant les positions avancées soviétiques et stoppant l'avancée de l'armée rouge dans le secteur. Équipées de chars lourds et renforcées par de l'artillerie mobile, les divisions SS brisèrent la défense ennemie sur de nombreux points. La coordination entre les unités fut précise, comme on ne l'avait plus vu depuis les premières années de guerre. Sous le commandement du général Hermann Hoth, la 4e armée blindée utilisa la Totenkopf comme fer de lance, comptant sur sa capacité à frapper avec force et à progresser sans hésiter. Mais l'offensive apporta un choc inattendu. Le 26 février, Theodor Eicke mourut au combat. Il volait à bord d'un avion de reconnaissance lorsqu'il fut touché par des tirs anti-aériens soviétiques et s'écrasa derrière les lignes ennemies. La nouvelle bouleversa toute la division. Eicke n'était pas seulement leur commandant, mais l'architecte de leur identité. Sa mort eut un impact symbolique profond. Pour beaucoup, ce fut comme perdre leur propre fondateur. Malgré le danger, un détachement de la Totenkopf s'enfonça en territoire ennemi pour récupérer son corps. Ils le firent sous un feu nourri, affrontant une résistance qui transforma l'opération en un combat sanglant. Ils parvinrent finalement à atteindre le lieu du crash, à récupérer ses restes et à les ramener derrière les lignes allemandes. Ce fut un acte de loyauté absolue, marqué par la dévotion que les hommes ressentaient encore envers leur chef disparu. En pleine offensive, le mythe de la Totenkopf se réaffirmait, entre cendres et mémoires. La plus ambitieuse offensive allemande depuis Stalingrad commença le 5 juillet 1943. Baptisée Opération Citadelle, la manœuvre consistait en une attaque en tenaille contre le saillant de Koursk, dans le but d'isoler et de détruire les forces soviétiques concentrées dans la région. Hitler avait rassemblé une concentration de blindés sans précédent, incluant les nouveaux Tiger, Panther et canons automoteurs Ferdinand. Parmi les divisions assignées au secteur sud figuraient les 3 formations les plus redoutées des Waffen-SS, Leibstandarte, Das Reich et Totenkopf, sous le commandement du 2e corps blindé SS. Le 12 juillet, dans les champs de Prokhorovka, ces divisions affrontèrent la 5e armée blindée de la garde soviétique. Ce fut un affrontement sans précédent. Près de 900 chars T-34 et Su-85 soviétiques lancèrent une attaque frontale contre à peine un peu plus de 200 blindés allemands. Le champ de bataille se transforma en un chaos total. Les blindés tiraient à courte distance, se percutant lorsque les munitions venaient à manquer, et la ligne de front se brouillait dans les incendies, les explosions et une fumée épaisse. La Totenkopf encaissa le choc de 2 corps soviétiques entiers, combattant sans interruption pendant 3 jours. Les pertes furent énormes. Rien que le 12 juillet, plus de 200 chars ennemis détruits furent revendiqués, mais au prix de plus de la moitié des véhicules allemands et de centaines de pertes dans l'infanterie. Le terrain, couvert de champs de maïs et de vergers, fut réduit à un paysage calciné. Pendant 72 heures, la division maintint sa position avec un niveau d'intensité jamais vu auparavant. Mais le prix payé fut irréversible. Bien que les Soviétiques aient également subi des pertes catastrophiques, leur capacité de remplacement surpassait largement celle de l'Allemagne. La Totenkopf, comme le reste des unités blindées, ressortit de Koursk si affaiblie qu'elle ne retrouverait jamais sa pleine capacité offensive. Citadelle marqua la dernière tentative sérieuse de l'Allemagne pour reprendre l'initiative à l'Est. À partir de ce moment-là, le front devint défensif pour la Wehrmacht. Et pour des divisions comme la Totenkopf, la guerre commença à signifier quelque chose de différent. Non pas avancer, mais résister. Après l'échec de l'opération Citadelle à Koursk, l'initiative allemande sur le front de l'Est se désintégra. La Totenkopf, durement frappée à Prokhorovka, ne retrouva jamais sa puissance offensive initiale. À partir de ce moment-là, son rôle se transforma. D'avant-garde, elle devint force de retenue. Entre la fin de 1943 et le début de 1944, la division se replia avec le groupe d'armées sud, dans une retraite constante vers le Dnieper, poursuivie par une offensive soviétique qui ne laissait aucun répit. La ligne du Dnieper devint la dernière tentative du haut commandement allemand pour établir une défense organisée en Ukraine.
La Totenkopf fut utilisée comme unité d'arrière-garde, couvrant la retraite d'autres formations, colmatant les brèches et agissant comme un mur provisoire face à l'avancée soviétique. Sa mobilité restait supérieure à celle de nombreuses divisions régulières, mais l'usure accumulée depuis Koursk limitait sa capacité à tenir des positions sur de longues périodes. Dans des combats comme ceux de Krivoy Rog, la division fut lancée à plusieurs reprises contre des unités soviétiques numériquement supérieures, sans le soutien blindé ni aérien nécessaire. Les batailles dans cette région furent marquées par le chaos logistique, la perte de cohésion entre les unités et une fatigue croissante parmi les officiers subalternes. De nombreux officiers vétérans étaient tombés à Koursk ou lors des phases précédentes de la retraite, et les remplaçants, lorsqu'ils arrivaient, manquaient d'expérience et de formation adéquate. À mesure que le front reculait vers l'ouest, les renforts promis ne venèrent jamais. Le système de remplacement s'effondra et la Totenkopf commença à opérer en dessous du minimum opérationnel, perdant sa capacité à fonctionner comme une division mécanisée efficace. Le moral se dégrada également. Il ne restait plus rien de l'aura d'invulnérabilité qui l'avait accompagné en France et durant la première année de guerre à l'Est. Ceux qui avaient autrefois été une élite redoutée résistaient désormais comme elles pouvaient, débordées, isolées et de plus en plus insignifiantes sur l'échiquier stratégique. La pression soviétique ne faiblissait pas et la division ne pouvait que reculer, perdant hommes, véhicules et positions à chaque étape. En août 1944, la division Totenkopf fut déployée dans le secteur oriental de Varsovie. Sa mission, freiner l'avancée de l'armée rouge aux abords de la Vistule. Aux côtés de la division Wiking, elle fut placée sous le commandement du 9e corps blindé SS, dirigé par Gilles, dans ce qui devint la dernière grande ligne défensive du groupe d'armées centre avant la chute de la Pologne. L'offensive soviétique progressait depuis la Biélorussie avec une rapidité inattendue, et le haut commandement allemand cherchait à la contenir à tout prix. La Totenkopf participa aux combats intenses autour de Radzimin et Wołomin, affrontant plusieurs divisions d'infanterie et brigades blindées soviétiques. Pendant plus d'une semaine, les unités SS résistèrent à des attaques massives, contre-attaquèrent des positions ennemies et manœuvrèrent entre les secteurs menacés. Malgré leurs pertes, elles réussirent à maintenir des positions clés, comme la banlieue de Praga, qu'elles défendirent jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais chaque action tactique réussie se payait au prix d'une usure irréversible. Pour compenser ces pertes énormes, la division reçut en septembre environ 5000 remplaçants. La majorité provenait d'unités qui n'étaient pas initialement destinées au combat terrestre, du personnel de la Luftwaffe et des artilleurs de la marine reconvertis en fantassins. Ces nouvelles recrues ne disposèrent que d'une formation de base minimale et ignoraient les procédures du combat mécanisé. Leur présence altéra profondément la structure interne de l'unité, dégradant encore davantage sa capacité opérationnelle réelle. La situation logistique était critique. Les lignes de ravitaillement étaient brisées, les réserves épuisées et les renforts improvisés. Pourtant, la division reçut l'ordre de tenir le front de la Vistule jusqu'à la fin de l'année. Malgré les efforts défensifs, la pression soviétique continuait de croître. Les positions allemandes étaient bombardées sans relâche et les tentatives de stabilisation du front devenaient de plus en plus vaines. La Totenkopf, comme beaucoup d'autres divisions allemandes dans ce secteur, opérait déjà en dessous de son seuil d'efficacité minimale. La défense de Varsovie ne faisait pas partie d'un plan stratégique. C'était un acte désespéré pour gagner du temps face à un ennemi qui ne cessait d'avancer. À la fin du mois de décembre 1944, les ordres furent clairs, transférer d'urgence la Totenkopf sur le front hongrois. L'encerclement soviétique autour de Budapest se refermait rapidement, et les divisions piégées dans la capitale manquaient de renforts, de nourriture et de munitions. La situation était critique. 3 offensives consécutives furent planifiées avec un seul objectif, briser l'étau ennemi depuis l'ouest et rejoindre les troupes assiégées. La première tentative, connue sous le nom de Konrad Hun, débuta dans la nuit du 31 décembre. Dans des conditions hivernales extrêmes, les colonnes blindées avancèrent depuis le nord en direction de Bixke. L'offensive gagna du terrain durant les premiers jours, mais fut stoppée net à environ 20 km du centre-ville. La résistance soviétique, renforcée par une artillerie et des chars bien positionnés, anéantit toute possibilité de percée profonde.
L'échec ne mit pas fin à l'offensive. Début janvier, Conrad II fut lancé, avec un nombre accru de véhicules et d'unités blindées. Cette fois, les forces allemandes tentèrent de contourner l'encerclement par le sud-est. Elles atteignirent les abords de l'aéroport de Ferriegi, mais le terrain boueux et le manque de carburant empêchèrent de consolider la progression. Les unités soviétiques, retranchées dans les faubourgs de la ville, réagirent avec vigueur, empêchant l'ouverture d'un couloir. La dernière tentative, Conrad III, commença le 17 janvier. La manœuvre consistait à progresser depuis le sud et à s'approcher du Danube, où l'on supposait que les défenseurs tenaient encore bon. Bien que l'on soit parvenu à moins de 20 km du centre urbain, l'offensive se désintégra faute de réserve. Les conditions du terrain, combinées au manque de matériel, rendirent toute continuation impossible. Isolés et sans renfort, les défenseurs de Budapest furent abandonnés à leur sort. Le 28 janvier, les forces extérieures commencèrent leur repli. 15 jours plus tard, l'armée rouge prit le contrôle total de la ville. L'opération avait échoué. Il n'existait plus aucun chemin vers la capitale hongroise. En mars 1945, la division Totenkopf fut déployée sur le front occidental de la Hongrie pour participer à ce qui serait la dernière grande offensive allemande à l'Est. L'opération, baptisée Frühlingserwachen, visait à reprendre le contrôle de la région pétrolifère du lac Balaton et à protéger le flanc sud du Reich. Dans des conditions météorologiques défavorables et sans supériorité numérique, l'offensive débuta le 6 mars par une avancée coordonnée d'unités blindées d'élite. Durant les premiers jours, les formations allemandes parvinrent à ouvrir des brèches dans le front soviétique, avançant d'environ 30 km vers l'est. La Totenkopf, aux côtés d'autres divisions SS, réussit à percer les lignes ennemies en direction de Székesfehérvár. Cependant, l'absence de réserve mobile, les difficultés logistiques et la résistance acharnée des Soviétiques transformèrent ce succès initial en piège opérationnel. En quelques jours, l'offensive se trouva paralysée. Les Soviétiques lancèrent une contre-offensive dévastatrice qui força les unités allemandes à battre en retraite précipitamment vers leur position de départ. Le 16 mars, des troupes du front ukrainien firent irruption à l'arrière du dispositif allemand, provoquant une retraite générale. Face à l'échec, Hitler réagit avec fureur. En guise de punition symbolique, il ordonna le retrait des insignes honorifiques à plusieurs divisions SS. Dans le cas de la Totenkopf, la mesure fut perçue comme une humiliation sans précédent. Le ressentiment au sein des troupes fut profond, bien que de nombreux officiers ignorèrent l'ordre ou refusèrent de l'appliquer. La fracture entre le sommet politique et le corps militaire était désormais irréversible. Au cours des semaines suivantes, la division parvint à peine à tenir ses positions dans l'ouest de la Hongrie. Les combats devinrent défensifs, avec des mouvements chaotiques de repli sous un harcèlement ennemi constant. À la fin du mois de mars, la retraite vers l'Autriche commença. L'objectif n'était plus stratégique, mais simplement de survivre. Avec ses ressources épuisées, la Totenkopf franchit la frontière avec à peine quelques blindés encore opérationnels et sans aucune possibilité de réorganisation. En avril, la résistance se réduisait à de petits groupes tentant d'éviter l'encerclement soviétique. Le symbole du crâne marchait vers son déclin, entraînant avec lui les vestiges d'une guerre déjà perdue. Au cours du mois de mars 1945, les restes désorganisés de la division Totenkopf commencèrent leur repli vers l'Autriche et la Slovaquie. Ce qu'il restait de la formation, accompagné d'autres unités du 6e corps de Panzer SS, se déplaçait sur la route reliant Bratislava à Vienne. Résister n'était plus une option stratégique, mais un simple réflexe inerte d'une guerre qui s'effondrait sur tous les fronts. Tandis que le 2e et le 3e front ukrainien de l'armée rouge convergeaient depuis l'Est et le Sud, la Totenkopf n'offrit qu'une défense symbolique dans les faubourgs viennois. Après quelques jours de combats sporadiques, ses effectifs se replièrent vers l'Ouest, en direction de Linz, abandonnant la capitale aux Soviétiques. L'effondrement était général. À la mi-mars, les lignes allemandes sur le front de l'Est cédaient sans répit. La pression soviétique avait atteint une telle ampleur que Sepp Dietrich autorisa la retraite, désobéissant aux ordres directs d'Hitler. Les divisions Waffen-SS,
autrefois symbole de la puissance militaire nazie, ne conservait plus aucune cohésion. Le moral était brisé et la capacité de combat épuisée. À la fin du mois d'avril, le dernier commandant de la Totenkopf, Helmut Becker, mena ses unités vers Linz. Le 9 mai, alors que Berlin était déjà tombé, il tenta de se rendre au 3e corps d'armée américain. Les Américains acceptèrent la capitulation sous une seule condition, désarmer les unités SS chargées de la surveillance du camp de concentration de Mauthausen. Becker obéit, mais ce geste ne suffit pas. Quelques heures après la reddition formelle, les Américains transférèrent Becker et ses hommes aux forces soviétiques. Ce qui suivit fut une chaîne d'arrestations, de transferts forcés et de disparitions. La majorité des officiers et une grande partie des soldats de la Totenkopf furent déportés dans des camps de prisonniers à l'intérieur de l'URSS. Dans les mois suivants, beaucoup disparurent sans laisser de traces, probablement exécutés en secret ou morts dans les goulags soviétiques. Pour la division, ce ne fut pas une dissolution administrative, mais une disparition physique après des années de crimes, de résistance et de fanatisme sans retour. À la fin de la guerre, les crimes de la division Totenkopf furent révélés avec clarté. Exécution de prisonniers, assassinat de commissaires politiques et destruction de villes entières en guise de représailles. Ces actes ne furent pas des excès isolés, mais des pratiques systématiques, impulsées depuis le commandement et intentionnellement dissimulées. L'absence de documents écrits répondait à une politique délibérée, éviter toute preuve. Plusieurs membres furent jugés par des tribunaux militaires, bien que beaucoup échappèrent à la justice. Les procès révélèrent une culture de l'impunité et une structure qui légitimait la violence extrême comme outil opérationnel. Sur le front de l'Est, les ordres ne laissaient aucune place au doute, exterminés, non capturés. Après la reddition, certains vétérans défendirent l'image d'une unité disciplinée et efficace, étrangère à la politique. Ils se souvenaient d'Eicke comme d'un chef sévère mais juste, réduisant son héritage au strict domaine militaire. Mais cette narration omettait l'origine réelle de la division. Née dans les camps de concentration, formée dans le mépris de l'ennemi et entraînée non pas pour contenir, mais pour éliminer. Le parcours de la Totenkopf pendant la guerre ne peut être dissocié de sa fonction idéologique. Sa structure, ses méthodes et son commandement furent conçus pour mettre en œuvre la vision du régime, la guerre comme anéantissement. Il n'y eut aucune distinction entre objectifs militaires et ennemis politiques. Chaque avancée s'accompagnait d'exécutions sommaires, chaque retraite laissait derrière elle une destruction délibérée. Tactiquement, elle fut efficace dans de nombreuses batailles, mais sa capacité de combat était indissociable d'un code qui plaçait le fanatisme au-dessus du droit. Ce qui la distinguait, ce n'était pas seulement son armement ou son entraînement, mais sa volonté d'appliquer sans réserve la logique criminelle du nazisme. Son héritage n'est pas celui d'une force d'élite conventionnelle, c'est celui d'une machine conçue pour tuer, enveloppée dans l'efficacité militaire. Un symbole de ce qu'une armée peut devenir lorsque l'objectif n'est plus de vaincre, mais de détruire.